l'intérêt qu'il peut y avoir à regarder avec un peu plus de distance les catégories qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser de manière un peu spontanée, comme des espèces de mots-clés qu'on retrouve dans le vocabulaire très courant des relations professionnelles. Il y a une catégorie, c'est celle de dialogue social. Il y en a une autre, c'est la notion de démocratie sociale. Alors qui est moins installé que le dialogue social, qui apparaît par éclipse dans l'histoire politique et sociale en France. Il y a eu des moments où on en a parlé plus ou moins, et on a assisté de ce point de vue-là à un renouveau de la notion de démocratie sociale au tournant des années 90-2000, avec une présence très forte de cette formule dans le discours des organisations professionnelles, syndicales et patronales, dans le discours médiatique, dans le discours des acteurs politiques, etc. Et donc moi, ma communication est consacrée à cette idée, à essayer de rendre compte des conditions de ce renouveau alors non pas du coup des effets de la démocratie sociale, mais plutôt de ses usages, la façon dont les acteurs des relations professionnelles font usage de cette notion, et qu'est-ce que ça peut signifier comme enjeu. Ce qui a contribué à ancrer un peu cette notion dans le vocabulaire des relations professionnelles, c'est qu'elle a été consacrée juridiquement par la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Donc c'est la première fois que dans un texte de loi, on a la référence à la démocratie sociale qui apparaît, et donc il y a en quelque sorte consacrait cette formule comme une espèce de lieu commun des relations professionnelles aujourd'hui. Alors je vous passe toute la littérature qui depuis les années 2000 fait référence à la démocratie sociale. Alors quand on essaye de délimiter de manière un peu précise le contenu de la notion, ce qu'on constate, c'est un flou sémantique assez important. Alors sans même, je vais revenir aux acteurs des relations professionnelles, mais si je regarde du côté de ceux qui sont censés être les plus habiles à définir les termes des sujets, à savoir les chercheurs, du côté de la communauté scientifique, on a un vrai flottement du signifiant démocratie sociale, avec, selon les auteurs, des univers sémantiques très différents. Alors pour Bernard Friot, par exemple, la notion de démocratie sociale, ça désigne l'architecture spécifique de la sécurité sociale instituée en France à la Libération, fondée sur le salaire et gérée par des représentants élus des salariés majoritaires. Mais par extension, chez d'autres auteurs, ça peut signifier de manière générale le système de protection sociale, la sécurité sociale. Chez Alain Chatriot, qui utilise cette notion dans le titre de son ouvrage publié en 2002, ça lui sert à désigner la troisième chambre, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Chez Robert Castel, on va retrouver un usage de la démocratie sociale qui renvoie plus à ce qu'a pu faire un T.H. Marshall sur l'idée de citoyenneté sociale, où en gros, la démocratie sociale, ça va renvoyer à l'ensemble des droits sociaux qui permettent de faire reculer l'insécurité sociale et d'intégrer les plus modestes à la communauté politique. Ou chez Guy Groux, par exemple, on va avoir une espèce d'équivalence posée entre démocratie sociale et démocratie industrielle, donc dans le sens des web, en gros pour faire référence à la production de règles communes dans le cadre de la négociation collective, donc l'activité de régulation. Donc on a des significations alors qui peuvent être imbriquées, mais vous voyez qu'ils peuvent être assez flottants depuis la sécurité sociale jusqu'à la négociation collective et justement le dialogue social. En gros, voilà, avec deux polarités qui seraient l'état social d'un côté, la démocratie industrielle de l'autre. Alors moi, mon hypothèse dans mon travail, là, c'est qu'il est possible de rendre compte de ces usages de la démocratie sociale, donc de la formule, selon des lignes de force qui font de ces mots un enjeu de lutte idéologique, de lutte interprétative. En cela, je m'inspire notamment d'un certain nombre de travaux, mais notamment un politiste québécois qui s'appelle François Dupuy-Derry, qui avait consacré sa thèse à la notion de démocratie. Démocratie, histoire politique d'un mot, c'est le titre de l'ouvrage qu'il a publié suite à ça. Et donc au croisement de l'histoire sociale des idées et de la rhétorique, il montre que le mot démocratie peut être considéré comme une véritable, c'est son expression, arme politique. Une arme politique qui est tout à la fois mobilisée pour son efficacité présumée dans le débat politique, mais qui en même temps va être transformée par ces luttes politiques qui, je le cite encore, déstabilisent et troublent le sens des mots. Et donc ce qu'il montre en particulier dans son bouquin, c'est que la démocratie a fait historiquement l'objet d'un retournement. En gros, au XIXe siècle, elle était initialement stigmatisée par les élites politiques comme le règne des pauvres et de l'irrationalité. Et elle a été progressivement réappropriée par ces mêmes élites politiques et sociales pour s'attribuer, alors que progressait le suffrage universel, le prestige de ceux qui parlent au nom du peuple. Et donc, ce qui montre, c'est que le mot démocratie, c'est depuis imposé comme le terme positif par excellence, au point que personne n'oserait critiquer la démocratie. Et donc, dans ma démarche, l'idée, c'est d'appréhender le langage comme l'espace d'une lutte interprétative à travers laquelle se façonnent les perceptions, les connaissances et les préférences des acteurs.
là où j'insiste tout de suite sur un aspect important, c'est que pour moi, ces luttes, elles se placent toujours à deux niveaux, ce que j'appelle deux niveaux d'articulation, en faisant référence à un auteur britannique qui s'appelle Stuart Hall. C'est quoi ces deux niveaux d'articulation? C'est d'une part le niveau des articulations discursives. C'est-à-dire que le sens des mots, il dépend toujours de leur inscription dans des chaînes de signification, de leur articulation avec d'autres mots. Donc ça, c'est la linguistique structurale, quoi. Les termes d'un discours prennent sens dans un ensemble organisé d'éléments, dans une structure de signification. Et le deuxième niveau d'articulation, c'est l'articulation de ces discours à des forces sociales, des groupes, des institutions, des moyens de production et de diffusion culturelle, qui déterminent par conséquent la capacité de ces énoncés à s'ancrer, à circuler, à résonner socialement. C'est-à-dire qu'il y a une articulation à la fois symbolique et matérielle. Voilà, pour qu'un mot ait un sens, il faut non seulement qu'il prenne un sens dans une chaîne de signification, mais il faut qu'il prenne un sens en tant qu'il permet de désigner quelque chose qui a une réalité matérielle. Et donc, de mon point de vue, faire de la démocratie sociale un enjeu de lutte idéologique, ça permet justement de rendre compte de cette diversité de signification dont la formule est investie, tout en se libérant d'un certain relativisme que j'entends parfois chez certains collègues, qui réduirait du coup la notion à une expression attrape-tout et sans consistance. Donc voilà, l'enjeu de mon travail, c'était un peu de restituer l'espace des luttes pour la définition de la démocratie sociale. Et ça permet notamment d'insister sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait que les chercheurs jouent toujours un rôle politique, même quand ils se prévalent d'une position de scientifique neutre, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais de simples commentateurs extérieurs aux phénomènes sociopolitiques qu'ils observent, mais ils sont des intervenants actifs qui contribuent par leurs travaux, par le vocabulaire qu'ils emploient, à façonner les représentations légitimes du monde. Et donc voilà, l'idée c'est de se placer dans une démarche de sociologie critique, pour le dire vite, donc de mettre les mots un peu à distance. Parce que l'usage de certains mots plutôt que d'autres, tout comme leur inscription dans certaines chaînes discursives, a pour effet de concourir à légitimer certaines définitions de la réalité et en disqualifier d'autres, pour faire ce que disait Nicole sur la notion de dialogue social qui emporte avec elle souvent une certaine conception de la négociation collective. Alors, empiriquement, comment on traduit ça? Je m'inscris et je m'appuie aussi sur les travaux qui s'inscrivent dans une tradition française assez ancienne d'analyse lexicométrique du discours syndical. La référence, la notion de mot-conflit, c'est une référence à Maurice Tournier, qui est un des fondateurs de cette école, et qui est donc une tradition d'analyse du discours syndical, qui a été poursuivie notamment en France par René Mouriot, par Josette Lefebvre, récemment donc par Josette Lefebvre et Sophie Bayrou dans un papier de 2007, où justement elles ont commencé à travailler cette notion de la démocratie dans le discours syndical. Et ce que faisaient Lefebvre et Bayrou dans ce texte, c'est qu'en gros, elles voyaient dans les évolutions du recours à la lexie démocratie, donc simplement démocratie dans le discours syndical, un symptôme de la dépolitisation du syndicalisme, au double sens d'une désidéologisation et d'une déconflictualisation du discours syndical. Je les cite, elles écrivent « La démocratie n'est plus appréhendée par la CFDT ni par la CGT comme une notion problématique qu'elles auraient à définir par elles-mêmes en conflit éventuel avec d'autres discours. » Donc d'une certaine manière, d'après elles, la démocratie serait même plus un mot conflit dans leur vision. Et plus intéressant encore, elle relie cette dépolitisation à un recours croissant, c'est-à-dire à une qualification de la démocratie comme sociale, un recours croissant à la notion de démocratie sociale, une expression qui apparaît finalement tardivement dans leur corpus, donc discours syndical, résolution de congrès, CGT, CFDT, ça apparaît surtout au cours des années 90. Et donc moi ce que je proposais, c'est de retravailler cette hypothèse dans une optique à la fois plus dialogique et relationnelle. Donc dialogique et relationnelle, c'est quoi cette hypothèse dialogique? C'est l'hypothèse selon laquelle les acteurs collectifs expriment nécessairement le sens qu'ils tirent des contextes et des expériences en répondant au discours des autres. C'est-à-dire qu'il y a une limite à étudier simplement un discours syndical si on ne le confronte pas au discours patronal ou au discours de l'État. Et donc cette idée de penser que l'évolution du sens des mots, il renvoie aussi à des échanges de coups symboliques entre les différents acteurs du système de relations professionnelles et au-delà des relations avec les intellectuels, avec les journalistes, etc. Et donc, alors je m'appuie, comme je vous dis, je m'appuie sur le travail de Josette Lefebvre, puisqu'elle a eu la gentillesse de bien vouloir prolonger son traitement lexicographique du discours cégétiste et cédétiste, mais en l'élargissant pour correspondre à cette hypothèse dialogique, alors à la fois au discours de Force ouvrière, mais surtout au discours du CNPF-MEDEF des années de 1981 à 2010. Voilà les frontières de son corpus. Et moi j'ai étendu ça avec une analyse plus qualitative des discours tenus au nom de l'État, notamment en allant voir du côté des
débats parlementaires au moment de l'adoption de la loi de 2008, en revenant sur un colloque organisé à l'Assemblée nationale au début des années 2000, et en revenant un peu sur les différents textes, exposés des motifs, des textes de loi qui ont été adoptés depuis 2008. Bon, alors, pour essayer de résumer, parce qu'évidemment, ça c'était l'aspect un peu présentation un peu luminaire, donc j'en viens un peu plus à des résultats. Il me reste 5 minutes. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans le cas de Force ouvrière, finalement, les occurrences de la notion de démocratie sociale sont assez rares. Donc je passe du coup parce que c'est pas finalement une expression qui est très fréquente dans le discours syndical AFO. À la CFDT, on constate effectivement, dans la lignée de ce qu'avait montré Bérou Lefebvre, que la notion de démocratie sociale apparaît en tant que telle en 1998 et on la retrouve ensuite régulièrement dans les textes de congrès. Mais derrière cette apparente continuité se cache un changement de sens, qui était un peu annoncé dans ce que j'évoquais avant. C'est-à-dire que dans les premières années, en 98 et 2002, quand il est question de démocratie sociale, il est question de la protection sociale, il est question des enjeux de réforme de la Sécu. En 2006 et 2010, le sens a changé. On parle de démocratie sociale dans une chaîne discursive différente, puisqu'elle est articulée au dialogue social, à la section syndicale d'entreprise, et elle est présentée, donc la démocratie sociale, je cite, comme le lieu essentiel d'apprentissage de la section syndicale d'entreprise est présentée comme le lieu essentiel d'apprentissage de la démocratie sociale, de l'exercice de pratiques participatives, du débat et de la synthèse. Donc il y a une espèce de continuum allant de l'implication des salariés dans la vie syndicale à la négociation collective dans le discours sédétiste. Là où c'est plus intéressant du côté des discours syndicaux, c'est du côté de la CGT, où là on voit un accroissement considérable des occurrences de la démocratie sociale au cours des années 2000. Là c'est pareil, hein, ça apparaît très peu dans les années 90, mais il y a une explosion dans les années 2000, je vous passe sur les chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le champ sémantique qui est engagé par la CGT dans cette notion de démocratie sociale, c'est qu'on trouve une conception assez précise et extensive de la démocratie sociale, construite en analogie avec les catégories de la démocratie politique, et l'expression semble désigner, alors sinon un projet de société, au moins un programme syndical allant de l'expression des salariés dans l'entreprise à la gestion démocratique de la sécurité sociale, en passant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, par la garantie des libertés syndicales. Pour citer un extrait de la résolution 2003, la CGT fait de l'exigence de démocratie sociale un axe revendicatif majeur par l'affirmation du fait syndical en obtenant la reconnaissance de son rôle d'utilité publique, etc., par la condamnation de la répression syndicale, par l'instauration du principe majoritaire pour la négociation des accords et par l'élection directe des administrateurs dans les caisses de sécurité sociale. Donc on a une espèce de notion qui permet d'articuler stratégiquement des champs de l'intervention syndicale qui pourraient spontanément être perçus comme relativement disjoints. La démocratie sociale, c'est le texte de 2013, et est perçue comme l'instrument de la citoyenneté des salariés, de l'entreprise à la nation. Alors je passe du côté patronal maintenant. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot démocratie est totalement absent des textes du CNPF entre 80 et 97. Ce n'est qu'à partir de 98, au moment où le CNPF devient MEDEF, qu'on va retrouver régulièrement cette référence à la démocratie. Le terme reste cependant assez rare, et deux textes se distinguent par une inflation particulièrement notable des références à la démocratie. Et cette inflation des références à la démocratie, elle est directement liée à l'usage de la formule démocratie sociale. Ce sont les textes de 2001 et 2005. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'Assemblée Générale de 2001 que le MEDEF mentionne pour la première fois la démocratie sociale. Donc on est dans un contexte particulier, opposition du patronat français à la réduction de la durée légale du travail, refondation du CNPF en MEDEF, démission de Jean Candois, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a retenu historiquement comme le programme de refondation sociale porté par le MEDEF est à l'époque aussi bien désigné dans les termes de la rénovation de la démocratie sociale. Dans le discours à l'Assemblée Générale du MEDEF de 2001, ces deux expressions sont équivalentes. Et donc dans le discours patronal, la rénovation de la démocratie sociale renvoie ainsi à la promotion d'un certain modèle de relation entre syndicats et patronat. Dans le texte patronal, les expressions démocratie sociale et dialogue social sont relativement interchangeables quand elles ne sont pas accolées. Et donc ça fait écho un petit peu à ce que disait Rémi, mais dans le discours patronal, finalement, ce projet de rénovation de la démocratie sociale renvoie autant à un changement des règles de la négociation collective qu'à une redéfinition des formes du syndicalisme légitime, un syndicalisme de dialogue social, etc. Donc
ce qu'on peut constater, c'est que c'est finalement, donc 2001 dans le discours du MEDEF, je vous ai montré que c'est un peu plus tard dans le discours cégétiste que cette notion de démocratie sociale va être un peu travaillée, c'est qu'on a l'impression que c'est finalement en réponse au discours du MEDEF, lui-même suscité par l'opposition à la politique du gouvernement de gauche pluriel de l'époque, en matière de durée du travail en particulier, que la CGT a développé une réflexion stratégique sur la démocratie sociale. Mais tandis que le MEDEF semble en faire un usage intermittent et revient à un usage marginal de l'expression démocratie sociale après 2005, la CGT au contraire en multiplie les références et va s'efforcer d'en préciser le sens au cours des années 2000-2010. Alors j'avais normalement une dernière partie qui était consacrée au rôle de l'État comme à la fois observatoire et arène de ces luttes dans le discours, c'est-à-dire qu'on voit à travers les échanges qui s'organisent sous l'égide de l'État à quel point ces conceptions sont un peu en conflit, mais on voit aussi à quel point l'État, grâce à son pouvoir d'institution précisément, grâce à son pouvoir d'édiction de règles juridiques, qui elles-mêmes organisent des dispositifs matériels, notamment les nouvelles règles de représentativité syndicale et de négociation collective, contribue à donner une réalité à une certaine définition plutôt qu'à une autre. Et finalement, ce que je passe là-dessus, mais c'est intéressant de voir par exemple que dans la position commune d'avril 2008, il n'est pas question de démocratie sociale. Mais par contre, c'est l'intitulé de la loi qui transcrit cette position commune. Donc il y a une espèce de, alors là aussi un peu de coup de force symbolique qui va restreindre la définition de la démocratie sociale à une formule qu'on pourrait résumer de manière algébrique comme négociation collective plus élection professionnelle égale démocratie sociale. Donc évidemment, dans cette définition de la démocratie sociale, tout l'aspect droit à l'action syndicale, promotion de la citoyenneté salariale et ou gestion démocratique de la sécurité sociale sont des dimensions qui sont complètement passées sous silence. Le pouvoir d'institution de l'État contribuant à imposer comme quelque chose allant de soi le fait que quand on parle de démocratie sociale aujourd'hui, on parle de dialogue social légitimé par le vote des salariés. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais rentrer trop dans les détails. Mais simplement, voilà, pour revenir sur deux derniers mots pour conclure. Donc pour revenir sur cette histoire d'articulation, hein, on voit bien que dans le discours patronal, on a finalement une articulation fondamentale entre démocratie sociale et dialogue social, alors que dans le discours syndical et cégétiste en particulier, même si d'une certaine manière on le retrouve aussi du côté CFDT, on a une articulation plus forte entre démocratie sociale et citoyenneté sociale, au sens aussi de participation des salariés, d'affirmation de leur souveraineté dans l'entreprise ou sur le travail. Mais la différence de taille entre ces deux définitions, c'est précisément, et c'est là le pouvoir un peu d'institution que détient l'État, c'est que la première définition, celle qui articule démocratie et dialogue social, elle résonne de multiples manières, déjà dans le discours d'autres acteurs, syndicaux, politiques, etc., et aussi scientifiques, d'où la responsabilité des chercheurs à faire attention aux termes qu'ils utilisent, ou à définir préalablement les termes de leur discours, mais aussi une articulation qui résonne de manière pratique dans la matérialité de dispositifs, et notamment tous ces dispositifs qui ont été mis en place depuis 2008, qui s'inscrivent donc dans la réforme des règles de représentativité syndicale. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie.